Alors, bonjour tout le monde. C'est avec plaisir qu'on vous accueille ici ce matin et aussi pour ceux qui sont en ligne. Donc, on va accueillir nos quatre présentateurs de ce matin. Je vais inviter à venir en avant, vous asseoir, s'il vous plaît. Puis par la suite, je vous inviterai au lutrin à tour de rôle. Donc, nous avons ce matin dans le bloc sur la gestion du territoire et résilience et particulièrement l'importance de la participation des communautés. Donc, il y a Weldy Saint-Fleur, étudiant au doctorat en sciences géographiques. Nous avons aussi en ligne depuis le Cameroun Félicité Arindo, qui est doctorante en biologie au Cameroun et membre du réseau UNICE. Nous avons avec nous ici Alice Semnoun, étudiante à la maîtrise en sciences forestières, et la professeure Roxane Lavoie, qui est professeure à la Faculté d'aménagement, architecture, d'art et de design. Et je vous présenterai euh, donc à tour de rôle lorsqu'ils viendront faire leur présentation. Donc, on va commencer nos quatre présentations, chacune d'une durée de 15 minutes. Donc, j'inviterai tout d'abord Weldy Saint-Fleur à venir ici. Donc, Weldy est agronome et spécialiste en agroécologie et développement durable et effectue des travaux de recherche sur la résilience et les moyens de subsistance des communautés locales amazoniennes face aux défis environnementaux. Et actuellement, donc, étudiant au doctorat en sciences géographiques. Bonjour tout le monde. J'ai pas besoin de me présenter. Question de gagner du temps parce que 15 minutes, j'aurais aimé avoir 30 à la presque 15. Donc, on va laisser ça. Donc, je suis seulement Weldy Saint-Fleur et que je fais un doctorat ici et puis je suis chercheur au AAC ici au bureau du Québec, mais j'étudie l'Amazonie dans le cadre de mon doctorat. Le travail que je vais vous présenter est est intitulé Résilience et adaptation des communautés extractivistes de l'Amapá en Amazonie face au changement climatique et aux pressions anthropiques. Le cas de deux réserves, à savoir la réserve de Rio Iratapuru et Rio Kajari. Dans le contexte des crises environnementales actuelles, il est crucial de comprendre que ces communautés traditionnelles sont profondément dépendantes des ressources forestières qui, le plus souvent, se trouvent à l'intérieur des aires protégées. Et ces communautés doivent s'adapter non seulement à des activités anthropiques, mais aussi au changement climatique qui menace souvent leurs moyens de subsistance. Ma recherche de doctorat se concentre sur deux réserves, à savoir la réserve extrativiste de Rio Tapuru, qui est réserva de desenvolvimento sustentável en portugais, et la réserve extractiviste de Rio Cajari, qui est située dans la région d'Amapá, municipalité Laranjal do Jari. Et ces deux réserves sont les deux réserves de développement durable qui se trouvent dans cette région. Cependant, ces communautés qui sont reculées, souvent dépendantes de ces réserves, sont très isolées et sont extrêmement vulnérables. Lors de ma visite sur le terrain, j'ai pu constater leur précarité face non seulement aux aléas climatiques, mais aussi sur leurs moyens de subsistance qui mettent en péril leur mode de vie traditionnel et la durabilité des écosystèmes dont ces communautés dépendent. Notre objectif est de proposer des recommandations stratégiques qui sont alignées sur les objectifs de développement durable, en particulier l'objectif de développement durable 13, qui est l'action climatique, 15, qui est la vie terrestre, et 17 pour atteindre, qui se base sur les partenariats pour atteindre ces objectifs. La zone d'étude, plus spécifiquement, se situe, comme je viens de le dire, en Amapá, qui est une région couverte par près de 75% de la forêt amazonienne. Et puis, cette région aussi possède l'une des municipalités la plus grande en termes de territoire au Brésil. Et cette municipalité qui s'appelle Laranjal do Jari est couverte par 95% au minimum là,
de son territoire est converti en aire protégée. Donc, ces deux réserves ne préservent pas seulement des écosystèmes ou des écosystèmes animaux ou des écosystèmes de plantes, etc., mais aussi des communautés locales et aussi des matières premières pour les communautés qui y vivent à l'intérieur de ces réserves. Notre étude adopte une approche véritablement interdisciplinaire, combinant les sciences de la durabilité, les sciences humaines et sociales à travers trois perspectives, à savoir géographique, agroécologique et systémique. Lors de ma visite, j'ai effectué deux visites, une visite exploratoire et puis une visite d'enquête de terrain approfondie où j'ai réalisé 33 entretiens semi-structurés avec divers acteurs clés dans la région, pas seulement dans la région, parce que j'ai non seulement enquêté des habitants des communautés où j'étudie, mais aussi j'ai enquêté les gestionnaires qui sont responsables de la gestion de ces aires protégées, tout comme les gestionnaires régionaux et les gestionnaires fédéraux qui sont responsables de la gestion de ces aires protégées. Nous avons également enquêter toutes les coordinations qui sont responsables au niveau fédéral de l'Institut brésilien pour la conservation de la biodiversité afin d'obtenir une vision d'ensemble sur les enjeux couvrant ces communautés locales et ces aires protégées. Donc, ces enquêtes de terrain couplées avec notre cadre interdisciplinaire nous ont permis vraiment de saisir la complexité interactionnelle socio-écologique et les leviers d'action pour renforcer la résilience de ces systèmes. Il est clair que nous avons collecté des terrains et des données qualitatives et quantitatives. Les données quantitatives, je les ai collectées auprès des responsables et les données qualitatives beaucoup plus auprès des habitants qui vivent dans ces régions, justement pour comprendre leur perception, leur stratégie d'adaptation et leur résilience face aux pressions qu'elles subissent. Il est vrai que je n'ai pas encore terminé parce que c'est beaucoup, j'ai passé près de 4 mois là-bas, mais j'ai des résultats déjà préliminaires qui me démontrent que ces populations subissent vraiment des défis ou font face à des défis énormes. Ce sont des défis liés aux moyens de subsistance et des défis liés à l'environnement ou des défis socio-économiques. Tout d'abord, les défis liés à leurs moyens de subsistance sont la baisse de rendement et de prix de vente de la castagne, qui est leur principale source de revenus, fragilité considérable de leur situation économique. De plus, la faible diversification des activités les rendant dépendants de l'extractivisme, le manque d'alternatives et d'appui technique pour développer d'autres cultures vivrières accentue cette vulnérabilité. Ensuite, ces communautés doivent faire face aussi à d'importants défis environnementaux, les impacts du changement climatique, comme les maladies des arbres fruitiers dont elles dépendent, et la baisse de productivité dans leurs champs, menace de leurs ressources naturelles vitales par les orpailleurs, les pressions anthropiques telles que l'extraction de bois, des activités minières polluantes exercent également une pression considérable et des fois, ces pressions viennent même de leur propre gestionnaire sous forme légale dit qu'on va faire des gestions durables à l'intérieur de ces réserves. Enfin, nos résultats soulignent des défis socio-économiques aussi qui sont très majeurs, à savoir l'accès précaire aux services de base, l'eau portable, l'énergie, ainsi l'isolement géographique de ces communautés complique vraiment leur développement. Le fonctionnement détaillant des associations et coopératives qui gèrent ou qui aident le lien entre ces communautés et l'État ou d'autres institutions joue un rôle de soutien adéquat lorsque ça fonctionne. L'absence de formation et d'alternatives économiques proposées aux populations les maintient dans une situation de grande vulnérabilité parce que souvent elles sont laissées à elles-mêmes. Ces résultats préliminaires mettent en lumière les défis complexes et interconnectés auxquels ces populations doivent faire face pour assurer leur subsistance et leur résilience face au changement climatique.
il est vrai que ce que je suis en train de faire ou cette recherche n'est pas une recherche, disons, innovante parce que ces populations, je les apprends avec eux beaucoup plus que moi, je vais leur apprendre quelque chose parce que eux-mêmes, ils ont développé des stratégies d'adaptation et pour essayer de survivre face à ces menaces qu'elles subissent. Lors de mon passage là-bas, j'ai trouvé en termes de moyens de subsistance que ces populations ont pratiqué une agriculture vivrière, à savoir une association de cultures de manioc et de bananes pour l'autoconsommation. Elles ont également recours à des programmes sociaux comme Bolsa Familia et autres programmes du gouvernement pour compléter leurs revenus parce que la castagna qui est principale source de revenus de ces personnes peut aider ces personnes durant 6 mois de l'année et le reste de l'année, les autres 6 mois, la population doit se débrouiller pour survivre. Le plus souvent, ils sont très isolés, n'ont pas d'autres moyens que survivre ou trouver des stratégies d'adaptation. Donc, sur le plan environnemental, nous avons aussi constaté des efforts pour une gestion raisonnée des ressources forestières. Les communautés eux-mêmes contribuent aussi à la protection de la réserve en limitant les activités illégales, pardon, elles s'organisent pour lutter contre les orpailleurs et aussi pour surmonter les défis d'infrastructure. Les habitants construisent eux-mêmes des chemins d'accès et participent à des projets d'électrification par panneaux solaires, réduisant ainsi leur isolement géographique. Enfin, leur organisation est communautaire structurée autour d'associations ou coopératives qui, lorsqu'elles fonctionnent, permettent de porter des revendications collectives et de faciliter l'entraide pour les travaux agricoles ou la récolte de la castagna. Donc, les populations utilisent également des réseaux sociaux parfois pour pallier à leur isolement. Au terme de notre étude approfondie sur ces deux réserves en Amazonie, nous constatons d'abord que malgré plusieurs stratégies d'adaptation développées face aux défis que ces populations font face, ces populations ont besoin pas mal d'aide, surtout pour pallier au moment hors de la récolte de castagna qui couvre plus de 70% de leurs revenus pendant toute l'année. Il est essentiel de renforcer l'inclusion et la consultation active des communautés locales dans les processus décisionnels liés à la gestion de ces deux réserves. Leurs connaissances qui sont très importantes et traditionnelles doivent être comprises et incluses dans les politiques de gestion et aussi valorisées. Et deuxièmement, nous recommandons le développement de programmes de formation et d'alternatives économiques durables adaptés aux besoins et aux réalités de ces populations. Cela leur permettra de diversifier leurs moyens de subsistance et de réduire leur dépendance excessive à l'extractivisme. Enfin, une coordination renforcée entre les différents acteurs, communautés gestionnaires, autorités et secteurs privés est cruciale pour assurer une gestion cohérente des écosystèmes fragiles, de ces deux écosystèmes fragiles et avec les objectifs de développement durable que nous venons de citer. En mettant en œuvre ces recommandations, nous croyons et nous pouvons contribuer à renforcer la résilience de ces écosystèmes vulnérables en préservant la riche biodiversité de ces réserves amazoniennes face aux pressions anthropiques et climatiques. Je vous remercie et aussi remercie les institutions qui m'ont aidé à réaliser cette recherche durant mon passage au Brésil. Merci.